de construire, et c'est ce que je vais essayer de raconter ce soir, un tout autre récit de notre passé populaire. Non pas le récit de résistance vouée au bout du compte à l'échec, mais le récit de la construction d'une classe révolutionnaire qui met en place, avec des avancées et des reculs, avec des temps d'offensive et des temps de défensive, qui met en place des institutions macroéconomiques alternatives à celles du capital et qui, si elles durent, si elles se prolongent, si elles se construisent encore, et c'est à nous d'en décider, va permettre de remplacer le capital dans la pratique, la définition de la valeur économique et du travail. Comment je suis passé du soutien à la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière, voilà ce que je vais raconter ce soir. Non pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais parce que je pense que si nous tous aussi, parce que nous sommes concernés par ce déplacement, nous apprenons à lire la classe révolutionnaire en construction, alors nous retrouverons l'offensive. Nous sortirons d'une forme de défaitisme collectif et nous pourrons aussi soutenir efficacement tous ceux qui n'ont pas baissé les bras, soit dans la militance classique, syndicale et politique, soit chez ces alternatifs que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez peut-être vu le film de Perret, Les Jours heureux, où il raconte la naissance du Conseil national de la résistance. Et Gilles Perret vient de faire un autre film dans la prolongation de celui-ci, que peut-être certains d'entre vous ont vu en avant-première, et qui s'appelle La sociale. C'est sur la naissance de la sécurité sociale. C'est donc un domaine que moi-même je travaille depuis quelques dizaines d'années. Et j'ai pu voir ce film, auquel je participe brièvement, et que je vous conseille vivement de faire visionner en avant-première, et puis de fréquenter lorsqu'en novembre prochain il va sortir. Et il y a dans ce film deux moments totalement contradictoires. On est en 2015 à Saint-Étienne, à l'école qui forme les cadres de la sécurité sociale. Et un vieux militant de la CGT qui, quand il avait 25 ans, en 1945 à 1946, a créé la première caisse du régime général de sécurité sociale de Haute-Savoie, est invité dans cette école pour porter son témoignage. Et il se promène dans l'école et il voit une plaque qui commémore l'œuvre de Pierre Larocque, le premier directeur du régime général de sécurité sociale. Il voit un amphi Larocque, enfin, il voit du Larocque partout. Et lui qui a mis en place la caisse du régime général en Haute-Savoie, non pas sous l'impulsion de Larocque, mais sous l'impulsion du ministre communiste, Ambroise Croizat, qui était en même temps son secrétaire fédéral de la métallurgie, puisque Ambroise Croizat était à la fois ministre du Travail et secrétaire de la Fédération de la métallurgie CGT, il s'étonne de ne pas voir le nom de Croizat. Et il demande à son interlocutrice, qui est dans l'équipe dirigeante de l'école, mais pourquoi il n'y a pas Croizat? Ah ben, elle est très surprise, elle ne connaît pas Croizat. On est en 2015, on est dans l'école où on forme les cadres de la sécurité sociale. Et il y a dans le film un autre épisode totalement contradictoire de celui-ci, où là, ce sont des archives. On n'est pas en 2015, on est en 1951 à Paris, en février. Une foule immense, des fleurs à profusion, il pleut pourtant. Et une foule immense dans Paris, alors que la répression policière contre les manifestations est sanglante, permanente, au cours du premier semestre 1951, en juin. La droite va revenir au pouvoir et il y a une grande nervosité du côté du pouvoir.
Cette foule immense, c'est l'enterrement de Croizat. Ce ministre du Travail, qui a été le seul ministre des Travailleurs de tous les ministres du Travail, ce ministre du Travail que la classe dirigeante efface soigneusement de la photo, le peuple de Paris, lui, ne s'y est pas trompé. Il est là, c'est un enterrement à la Victor Hugo, 1 million de personnes, dira lui-même le lendemain. Qu'est-ce qu'a fait Croizat de si indicible pour qu'il soit à ce point l'objet de du soigneux effacement par la classe dirigeante. C'est d'autant plus important de répondre à cette question que l'effacement de Croizat par la classe dirigeante, après tout, c'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre de classe. Il est aussi chez ceux qui se réclament de son action. Parce qu'il y a deux façons de gommer Croizat. Croizat étant un personnage emblématique, qui représente les centaines de milliers de militants qui, entre 1920 et 1970, ont créé ce dont je vais parler. Sauf que j'ai oublié le début de ma phrase, mais vous allez me le redonner. Allez-y, s'il vous plaît. Pardon ? Merci, heureusement que vous m'écoutez mieux que moi-même. La première façon de l'effacer, c'est notre ministre actuel de la Santé qui, en avril dernier, en avril 2015, lorsqu'elle a annoncé la constitution du comité pour la commémoration des 70 ans du régime général, n'a pas prononcé le nom de Croizat, mais il y a aussi une façon chez nous de l'effacer, qui est de dire que en 1945-46, on va mieux partager la valeur économique, on va faire de la justice sociale, on va faire de la solidarité entre les bien portants et les malades, les célibataires et les chargés de famille, les jeunes et les vieux. C'est-à-dire qu'on va aménager le capitalisme et pas le faire bouger. Vous voyez, cette lecture de 45-46 comme non révolutionnaire, ça fait partie aussi de la façon d'embaumer Croizat comme un corps mort. Or, il s'agit pour moi, comme chercheur, de passer de l'embaumement d'un corps mort à l'embaumement du corps du lutteur, prêt au combat à mort. Ce que cette phrase peut avoir de mystérieux, vous la comprendrez à la fin de la seconde partie. Pour commencer le récit de ma démarche de chercheur, il faut revenir à un autre enterrement du début des années 50. L'enterrement de Mémère Louise. Mémère Louise, c'est mon arrière-grand-mère. Elle est morte quand j'avais 5 ans, donc j'en ai des souvenirs un peu ténus, mais j'ai souvenir de la petite chaise, parce qu'elle existe toujours. C'était une vieille dame, très cassée, et on avait scié, comme on le faisait à l'époque, les pattes d'une chaise pour qu'elle puisse s'en servir comme déambulateur. Elle est enterrée au début des années 50 dans un tout petit village du sud des Vosges, les sources de la Saône, où mon père est en poste disciplinaire. C'est un instituteur qui n'a pas plu à l'inspecteur, manifestement, qui l'a envoyé en plein milieu d'année scolaire dans un hameau. Il y a 3 maisons à côté de l'école. L'école rayonne, c'est un habitat très dispersé parce que c'est les sources de la Saône, la forêt de Darnère, enfin, il y a énormément d'eau. Sauf qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Il faut aller à 300 mètres à la fontaine avec des brocs, chercher l'eau. Ma mère
va dans une mare à côté de la maison, avec les autres d'ailleurs habitantes du hameau, bien sûr, pour laver le linge. En hiver, je me souviens de bonnes onglées. Et il y a 2 pièces. Nous sommes à l'époque 7 de 4 générations. La deuxième pièce a été construite assez hâtivement. Les solives du plancher sont posées à même le sol. On entend le raclement des hérissons sous le plancher régulièrement. Une pièce inchauffable au demeurant. Et mes souvenirs sont le facteur qui passe à cheval en hiver. Il n'y a pas de route goudronnée, bien sûr, et les routes ne sont pas dégagées. Et moi-même, en été, ou lorsque la route est dégagée, qui vais à vélo avec mes 2 pots de camp au hameau voisin chercher le lait. Alors, j'ai un premier obstacle à passer, c'est le dindon de Madame Villeminot. Les dindons, ça passe assez fort. Et ensuite, à l'arrivée, dans l'étable, je trouve Madame Drouot sur son trépied en train de traire les vaches. Donc, elle est au pied des vaches et il faut aller l'embrasser. C'est un peu moustachu, elle sent l'aigre, mais moi aussi. Hein, on se lavait le samedi dans la grande bassine. Je découvre la ville à la fin de l'hiver 56. J'ai 9 ans, 9 ans et demi. Je passe l'examen d'entrée en 6e. Mon père me conduit, nous allons à vélo tous les deux à 3 km de là pour l'arrêt du bus, très tôt le matin. Et on arrive de nuit à Épinal, dans le lycée encore largement de préfabriqué, puisque les Allemands, dans leur retraite de l'automne 1944, ont largement brûlé la ville. C'est la première fois que je suis en ville. D'ailleurs, quand j'entendais parler des équipes de foot, des piscines, des villes ouvrières du PIO, en Meurthe-et-Moselle, j'enviais la vie ouvrière, parce que cette vie paysanne était une vie beaucoup plus frugale et réduite que la vie ouvrière, dans laquelle la taxe professionnelle permettait aux communes d'avoir des équipements. Là, il n'y avait rien, strictement rien du tout. Je découvre la ville, donc, une immense cour, plein de gamins. Et pour entrer à l'internat du lycée, il y a un trousseau à constituer. Dans le trousseau, il y a une trousse de toilette avec une brosse à dents, une dentifrice. Je n'ai jamais eu une brosse à dents et une dentifrice. C'est le maître d'internat qui m'apprendra à me servir d'une brosse à dents. Je me dirige vers ce petit... ça s'appelle comment ça? Pardon? Pupitre, merci. Quand je me dirige vers le pupitre, c'est pour lire des poèmes. Vous voyez, pour avoir un petit contrepoint. Mais on va commencer ensemble avec une fable que vous connaissez tous, Le Corbeau et le Renard. On y va? Ensemble. Ce sera le seul moment interactif, je vous préviens tout de suite. Hein. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, le renard s'en saisit et dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard,
qu'on ne l'y prendrait plus. Sauf que ce n'était pas comme ça qu'on récitait dans cette école d'un tout petit village vosgien du début des années 50. Il faut imaginer un village où il n'y a pas d'autre bruit que, en tout cas où il n'y a pas de bruit de moteur. Personne n'a de voiture, personne n'a de tracteur, il n'y a pas de moteur baladeur pour faire des trucs et des choses. Les seuls bruits sont les bruits des animaux et puis les jurons. Ah, les jurons! Pendant les labours, les jurons, en permanence. Alors, le juron fait partie de la vie quotidienne. Jurer, c'est intransitif. Jurer que, ça ne veut rien dire. On jure. Et alors, les gamins sont tout contents de la validation par l'école du fait de jurer. Et alors, on voit les yeux et les veines du cou qui gonflent. Et ils récitent comme ça. Le corbeau, honteux et confus, jura. Puis après, ils sont bien emmerdés. Mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Qu'on ne lui prendrait plus, parce que m'y prendre, ça ne veut rien dire. Mais pour des petits paysans, petits propriétaires, prendre, ça, on sait ce que ça veut dire. Alors, on va réciter comme nous récitions à l'école en 1952, 53, la fin. Hein. Donc, je démarre, et puis, alors, ayez dans les yeux la joie d'être autorisé par l'école à jurer, d'accord? Et puis, terminer un peu piteusement, d'accord? Mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Ça va? Le renard s'en saisit et dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Lorsque, au milieu des années 70, j'aborde donc mon objet de recherche, la sécurité sociale, je dispose d'une fable. Maître Larocque, puisque Croizat n'existe pas, d'accord? Maître Larocque, sur son arbre perché, tenait dans ses pattes un patronat complètement déconsidéré par la collaboration. Il avait derrière lui 5 millions de syndiqués à la CGT. Un parti communiste, premier parti de France, 30% aux élections d'octobre 1945. Et il tenait dans son bec le beau fromage du programme du Conseil national de la résistance, avec une unanimité des gaullistes aux communistes. Donc évidemment, puisque les circonstances exceptionnelles voulaient ça, on a pu créer le régime général de sécurité sociale. Sous-entendu, aujourd'hui, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Vous voyez comment on se console facilement de notre impuissance en invoquant la fable des circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles, nous verrons, mais j'ai dû m'en défaire moi-même, parce que je participais à la fable, comme tout le monde, bien sûr. Nous verrons qu'il n'y en a pas eu du tout. L'époque ne veut jamais ça. Jamais. Nulle part. Et comme chercheur, apprenti chercheur, à la fin de mes études d'économie, je dispose de 3 hypothèses pour expliquer cette naissance dans des circonstances exceptionnelles. La première, c'est l'hypothèse des économistes qu'on va dire néoclassiques, les économistes orthodoxes, disons la droite de la profession. Elle est très largement majoritaire. L'économie est une science du pouvoir, il n'y a pas énormément de gens de gauche dans cette discipline. Et que nous dit cette hypothèse ?
la sécurité sociale, ça sert à corriger les injustices de la répartition primaire. Ça va? Vous me suivez? La répartition primaire, c'est le fait que la valeur ajoutée se partage entre salaire et profit. Et en fonction des contributions de chacun, la justesse économique de la répartition primaire peut créer ou crée des inégalités qui politiquement peuvent être dommageables. La paix sociale exige que l'on corrige par une redistribution qui va réduire les inégalités la justesse économique par de la justice sociale. Ça, c'est la première hypothèse. La redistribution avec comme projet la réduction des inégalités de la répartition primaire. Deuxième hypothèse. Là, ce sont des économistes de gauche keynésiens. Ceux d'entre vous qui ont fait sciences économiques et sociales au lycée n'ont pas pu y échapper. Ça fait partie du programme officiel. Il était une fois une étape fordiste du capitalisme. Alors fordiste parce que Ford, on lui prête l'anecdote suivante, il aurait dit à ses confrères et concurrents, plutôt que de mal payer des ouvriers à faire des automobiles de luxe, qui ne pourront pas s'acheter, mais payez-les-en correctement et faites des automobiles de moyenne gamme. Et c'est sur les économies d'échelle que vous allez faire du profit. Il y aurait donc une étape fordiste du capitalisme de production de masse. Et cette production de masse, il faut bien l'écouler. Il faut écouler la camelote capitaliste. Et pour ça, il faut solvabiliser la population de la naissance à la tombe. Et la Sécu, c'est ce qui sert à solvabiliser la population pour susciter la demande suffisante pour écouler la production de masse à l'époque fordiste du capitalisme. La troisième... Ça va toujours ? La troisième hypothèse dont je dispose, c'est une hypothèse marxiste, qui nous dit ceci. Chaque capitaliste pris dans la concurrence intercapitaliste ne peut, dans le salaire net, reconnaître que les besoins de ses salariés immédiatement joints à leur présence là sur leur poste de travail. Le salaire direct, ça reconnaît les besoins d'habillement, de logement, de transport, de nourriture, de formation, absolument nécessaires pour que le salarié soit sur son poste. Mais la classe dirigeante, elle, la classe capitaliste, dans son ensemble, elle a besoin non pas de cette reproduction simple de la force de travail, mais d'une reproduction élargie. Encore faut-il qu'à la génération suivante, il y ait des travailleurs, et donc que l'éducation des enfants soit reconnue. Encore faut-il que le niveau moyen de compétences technologiques de la population augmente. Encore faut-il qu'on puisse assurer des loisirs, une espérance de vie suffisante. Bref, la classe capitaliste s'impose à travers un État, l'État du capitalisme monopoliste d'État, une mutualisation du salaire pour assurer les besoins de la reproduction élargie de la force de travail. Ça va, j'ai été assez pédagogue. J'ai enseigné ça pendant 30 ans. En le critiquant, ce que je vais faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois hypothèses? Un très profond mépris de classe. Les militants ouvriers qui ont construit la Sécu, c'était des idiots utiles du capital. Le capital avait besoin de la Sécu. Ce n'est pas une conquête ouvrière, la Sécu. C'est une nécessité du capital. Comment je réagissais par rapport à ça? Et ça, vous voyez que pour créer une conscience de classe, il ne suffit pas d'avoir une origine populaire et d'être passé par une jeunesse de grande frugalité. Au contraire même, je dirais que une origine populaire peut parfaitement se traduire par une sensibilité à l'injustice, une sensibilité à la nécessité de mieux répartir la valeur économique et finalement d'adhérer à un propos qui nous dit que la Sécu, ça sert à assurer
des besoins à un niveau plus élargi, ça sert à solvabiliser une population de la naissance à la tombe, ça sert à corriger des inégalités. Au bout du compte, une origine populaire ne nous vaccine pas contre le mépris de classe. Par mépris de classe, qu'est-ce qu'il faut entendre là? C'est l'idée qu'il n'y a qu'une classe, la classe bourgeoise. Et que lorsqu'on croit conquérir des institutions alternatives, on ne fait que forger nos chaînes. Et moi-même, qui, à l'époque, suis économiste, donc, économiste du travail, je vais aborder la sécurité sociale avec l'hypothèse suivante que la Sécu, c'est ce qui, avec le salaire direct, c'est cohérent avec le salaire direct, c'est ce qui assure le rapport au marché du travail des différentes CSP. Les cadres vont avoir plutôt plus d'assurance vieillesse, les ouvriers auront plus d'allocations familiales et plus de chômage, et ça correspond tout à fait à leur rapport au marché du travail. La Sécu, avec le salaire direct, assure l'organisation du marché du travail, l'affectation des différentes catégories sociales à tel ou tel secteur du marché du travail. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf, lentement, dans le brouillard d'automne, qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité, qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Apollinaire. Toujours de lui, le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches, y paissant, lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne, et comme cet automne, et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles, et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs, battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante doucement, tandis que, lente et meuglant, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. Voilà, je suis dans mon petit hameau, silencieux, sans moteur, mais aussi sans route. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues, comme les astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent. Dans les 7 ans endoctrinés par les vieux sapins, leurs aînés, qui sont de grands poètes, ils se savent prédestinés à briller, plus que des planètes, à briller doucement, changés en étoiles et enneigés, aux Noëls bienheureuses, fête des sapins ensongés, aux longues branches langoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens au vent des soirs d'automne, ou bien graves magiciens incantent le ciel quand il tonne. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins ou bien de vieilles demoiselles. Sapins, médecins, divagants, ils vont offrant leurs bons onguents quand la montagne accouche. De temps en temps, sous l'ouragan, un vieux sapin geint et se couche. Jeune chercheur, je me moque volontiers de ces
de ces mandarins avec leurs longs chapeaux pointus qui décorent en sapin de Noël notre université. Mais est-ce que je ne suis pas moi aussi très décoratif comme chercheur, à partir du moment où j'accompagne ce discours qui veut qu'il n'y ait pas de classe ouvrière, qu'il n'y ait qu'un seul sujet macroéconomique, la classe dirigeante. Et je vis cela en militant du dimanche. Qu'est-ce que c'est qu'un militant du dimanche? C'est quelqu'un qui, comme chercheur, postule qu'il n'y a pas de classe ouvrière, ou qu'elle est vaincue, ou que ce qu'elle construit de toute façon est au service du capital, et puis qui, du coup, soutient ces vaincus, soutient ces pauvres, soutient ces victimes. Vous voyez, décréter que quelqu'un est victime et puis le soutenir. Beaucoup de militants en sont là. Beaucoup de chercheurs en sont là. J'aurais vraiment beaucoup de mal à me sortir de cela. Décréter que quelqu'un est une victime et militer pour son soutien. Cela dit, l'examen de tous les documents que je travaille pour ma thèse infirme cette hypothèse que la Sécu, ça sert à organiser le marché du travail. Alors, je suis là comme une poule avec un caillou, je ne sais pas trop quoi faire. Je bégaye. Vous m'imaginez bégayer? Alors que je suis plutôt du genre grande gueule en public. Hein, ne m'invitez pas chez vous si vous voulez que chez vous j'anime une soirée ou un repas. En général, plutôt je me tais. Mais je suis bégayant parce que je ne sais plus où j'en suis. Heureusement que j'ai été titularisé en 1984. Pendant 13 ans, j'ai été contractuel comme assistant, renouvelable tous les ans, précaire donc. Et nous avons, à la fin des années 70, pendant 6 ou 7 ans, jusqu'à la victoire de 84, entre peut-être 76 et 84, nous avons mené une grève nationale, très longue, comme vous le voyez. Il y a eu des licenciements, il y a eu des suicides. C'était une action collective forte pour obtenir notre titularisation que nous avons obtenue. Nous avons été titularisés en 1984 sous un ministère, le ministre Savary, qui a été sans doute un grand ministre de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas eu beaucoup là aussi. Saluons-le au passage. Et comme fonctionnaire, j'ai un salaire à vie. Mon horizon est long. Et donc je peux assumer ce moment d'errance où je ne sais plus où j'en suis, sans être sanctionné aussitôt par un licenciement, comme ce serait le cas dans le privé. Et je vais donc pouvoir produire ce que j'estime être une hypothèse nouvelle qui rend compte de mon matériel. Et ça, ça sur le modèle de l'illumination. Vous voyez, j'avais peut-être beaucoup lu Pascal, feu, cœur de feu, en 4e. Je détestais Pascal. Hein. J'aimais plutôt le dieu de Pascal m'effrayait. Le silence infini, je ne sais pas de quoi qu'il évolue. Ouais, il m'effrayait complètement. J'aimais plutôt les jésuites, vous voyez, ce dieu dans lequel l'humanité est présente. Comme j'étais bon élève, je disais que c'était Molière qui avait raison, que les jésuites étaient des cons. C'est sûr que Pascal était parfait. Je savais ce qu'il fallait faire. On sait tous, quand on est bon élève, ce qu'il faut faire pour avoir les bonnes notes. Mais j'en pensais pas moins. Attendez, pourquoi j'en étais là?
Là encore, j'ai absolument besoin que vous... Illumination, merci. C'est le 6 août 1989. Ma femme et moi, nous sommes abonnés à Télérama. C'est classique, cathode gauche, Télérama. Et on a été voir un film, le premier film de Desplechin, encore cathode gauche, Desplechin, ça va. Et dans ce film, il y a Dussolier qui joue le père ou l'oncle d'une famille qui se rassemble pour recevoir le corps d'un cousin mort en Afrique. Voilà ce dont je me souviens. Et on lit dans Télérama que le film a été tourné à Paimpol. Nous avions un Ford Transit que nous avions aménagé en une espèce de camping-car et on embarque les gamins. Et on pratiquait donc le camping sauvage. Il suffit de changer tous les jours de lieu et on peut être partout. On se retrouve devant ce qui, dans mon souvenir, mais c'est assez difficile de tromper des Bretons, et la falaise de Paimpol. Bon. En espérant le lendemain aller à Paimpol repérer les lieux du tournage. D'ailleurs, on y est allé et on n'a rien trouvé du tout. Hein. Et le matin, en sortant, tout le monde est encore endormi, je sors et tout d'un coup, j'ai une illumination. Mais bien sûr. Mais quand tu pensais que la Sécu, c'était comme le salaire direct, un instrument d'organisation du marché du travail, c'était l'inverse en réalité. Et c'est pour cela que ton matériel ne correspondait pas du tout. Si tu prends l'hypothèse inverse, que la Sécu, c'est du salaire socialisé, qui inclut dans une socialisation négociée à l'échelle, non pas de chaque branche ou de chaque entreprise, mais à l'échelle interprofessionnelle, qui inclut la logique du salaire direct, alors tu peux dire que la classe ouvrière n'a pas rien fait. Elle a sorti le salaire de sa logique marchande. Depuis quelques années, j'étais en arrêt, et là, ça repart. Ça repart. J'écris ma thèse, je la soutiens, j'avais mis 18 ans pour la faire. Hein. Thèse d'État, les thèses d'État qui n'existent plus, il n'y avait pas de durée. Je la soutiens en 1993. Je n'ai pas les félicitations du jury, hein, pour ceux qui connaissent le truc. Elle détonne un peu dans le paysage académique de l'époque, puisque je suppose que la Sécu, ce n'est pas quelque chose d'absolument fonctionnel pour le capital. Mais cette Sécu, elle reste pour moi un élément de ressource. Je reste dans l'hypothèse que la Sécu, c'est d'abord quelque chose qui partage la valeur, qui modifie le partage de la valeur en modifiant la fixation du salaire. Je reste donc dans la fable qui veut que ce qui se passe en 1945, c'est une modification de la partage ajouté, de la valeur ajoutée, du partage de la valeur ajoutée au bénéfice des travailleurs et au bénéfice de leur pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui a à voir avec le pouvoir d'achat, avec les ressources. Et à partir du moment où, muni à la fois de cette illumination, de la dynamique qu'elle a créée chez moi, je soutiens ma thèse. Ensuite, nous avons la réussite de la grève de 1995. Tous ceux qui ont connu cette période se rappellent la redynamisation du mouvement social que ça a entraîné. Dans la foulée, je sors mon bouquin, Puissance du salariat, qui fait l'objet d'une critique absolument dithyrambique de Lordon dans l'année de la régulation.
en gros, je suis le nouveau Marx. Ça crée une petite notoriété qui fait que lorsque je désire quitter l'économie parce que j'en avais marre de cette science du pouvoir, pour passer une discipline plus ouverte, la sociologie, je me présente sur un poste de prof à Nanterre, parce qu'il faut toujours faire des visites un peu avant, hein, ce genre de choses. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Et le collègue qui me reçoit me dit « Ah, mais je vous connais, j'allais d'ailleurs vous inviter l'an prochain à mon séminaire, parce qu'il avait lu Puissance du salariat sous la foi de cette critique de Lordon. Merci Frédéric. » Et par ailleurs, profitant de la naissance d'Attaque en 1997, enfin toute cette relance de la mobilisation après la victoire de 1995, je commence une tournée qui ne s'arrête d'ailleurs plus. Hein. Là, je faisais le compte hier, entre le 17 mai et le 9 juin, il y a, je crois, 24 jours, je fais 25 débats ou conférences ou journées de formation dans 20 villes différentes. Vous voyez, donc, ça va bien pour moi. Ça va bien pour moi. Je deviens prof à Nanterre. Et pendant que ça va bien pour moi, ça va très mal pour la Sécu. Et vous voyez, plus ça va bien pour moi et plus ça va mal pour la Sécu, plus j'ai envie d'être au service de ces vaincus. Plus je m'enfonce dans cette position de classe qui est du mépris de classe. Mais pour la bonne cause. Un mépris de classe, si on m'avait dit que j'étais méprisant, mais j'aurais été indigné. Qu'est-ce que c'est quoi le détricotage? Le détricotage de la Sécu, et comment est-ce que je l'analyse? Ça démarre sous Séguin, donc sous la première cohabitation. Enfin, ça avait déjà démarré avec Bérégovoy en 82, mais je vais laisser tomber le chômage, je vais vraiment rester au régime général de sécurité sociale. Séguin, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est l'homme de la baleine échouée sur les plages. Sauvons la Sécu. Dès que le pouvoir dit sauvons la Sécu, c'est qu'il va lui casser la gueule. Hein, on a tous compris depuis. Hein. Mais à l'époque, il y avait encore quelques illusions. Donc Séguin entreprend de sauver la Sécu. Et en particulier, il décide que dans le privé, les retraites seront indexées sur les prix et non plus sur les salaires. Et puis ensuite, le grand homme de la réforme, c'est Rocard, Saint-Rocard. Dès qu'un homme politique est sur les autels, Saint-Rocard, Saint-Seguin, Saint-Juppé, vous êtes sûr que c'est le plus malin de la bande pour détruire les droits des travailleurs. Mais Rocard, il est encore plus malin que les deux autres, puisque c'est un homme de droite, mais qui est à gauche. C'est assez astucieux, finalement. Et Rocard, il va faire le livre blanc des retraites. Il va créer la CSG. Il crée la CSG en disant enfin, les allocations familiales, ça ne relève pas du travail. C'est un coût de l'enfant. Ça doit être assuré par de la solidarité nationale. C'est un impôt d'assurer le financement des allocs. Et donc, il supprime une partie de la cotisation aux allocations familiales et la remplace par la CSG. Et la CSG sera utilisée ensuite, au cours des années 90, pour financer le fonds de solidarité vieillesse. C'est pareil, je crois que le supplément de retraite des femmes, ce n'est pas lié au travail, c'est lié au fait qu'elles sont femmes, qu'elles ont élevé des enfants. Ça ne relève pas de la cotisation, ça doit relever de l'impôt, c'est de la solidarité nationale. Et en même temps que
se crée un espace fiscalisé de la solidarité nationale en matière de santé, en matière de vieillesse, en matière d'allocation familiale. Il y a une contributivité croissante, en revanche, des cotisations. Ce n'est plus sur les 10 meilleures années du salaire que va être calculée la retraite, mais sur les 25 meilleures années. Il y a donc un lien de plus en plus étroit entre le montant des cotisations et le montant des pensions. En matière de chômage, vous avez un lien de plus en plus étroit entre la durée de cotisation et la durée de prestation, jusqu'à l'accord de 2010 qui nous dit un jour cotisé égale un jour presté dans la limite de 2 ans. Si vous avez cotisé 20 ans, vous n'avez pas droit à 20 ans de chômage. Mais vous voyez qu'il y a une contributivité croissante, c'est-à-dire que ce qui fonde la légitimité d'une prestation sociale, c'est une prévoyance. Ce n'est pas un droit au salaire pour la retraite, ce n'est pas un droit au salaire pour un chômeur, c'est sa prévoyance, comme cotisant. Et j'analyse ça comme donc un recul du salaire, indexation sur les prix, fiscalité alors que le salaire suppose une cotisation liée à l'emploi, un recul du salaire qui se remplace par un binôme des allocations de solidarité fiscalisées et une prévoyance en répartition à base de cotisations. Je suis très content de moi. Disons que les observations semblent confirmer cette interprétation. Et vous voyez que je suis toujours dans la logique que la Sécu, ça sert à du pouvoir d'achat. Ce sont des ressources. Sauf que ces ressources, au lieu que ces ressources soient du salaire qui échappe d'une certaine façon à une logique du marché du travail, ce sont des ressources totalement cohérentes avec le capitalisme qui se mettent en place dans les années 90 sous l'égide de Rocard, à savoir de la solidarité fiscale pour des risques qui ne relèvent pas du travail, et puis une forme d'épargne en répartition pour les risques qui relèvent du travail. Et la forme la plus capitaliste de cette épargne étant des projets de régime de retraite en capitalisation qui occupent beaucoup le débat public à la fin des années 90. Lorsque le mouvement de 2003 arrive, lorsque la réforme Fillon des retraites est annoncée, un mouvement extrêmement important se mobilise. J'ai souvenir de manifs immenses en 2003, extrêmement dynamiques, surtout chez les jeunes enseignants, parce qu'il y a en même temps des projets de versement à la fonction publique territoriale d'une série de métiers de l'éducation nationale. Et ce mouvement échoue. Ce mouvement échoue et là, il va y avoir une vengeance de la classe dirigeante, une vengeance de 95. Là, Chirac, il va y aller. Le débonnaire Chirac. Oh, le débonnaire, cet homme. Puis en plus, il est un peu... il n'a plus toute sa tête, c'est un brave type. Le débonnaire Chirac va organiser une punition des enseignants. Dès le mois de juillet et août, les salaires sont amputés massivement pour une grève qui avait été longue. Le mouvement syndical chez les enseignants ne s'est pas encore vraiment remis de cette affaire. Punition collective à cause de la vague de chaleur de l'été. 15 000 morts. Oh ben c'est de notre faute. Vous travaillerez le lundi de Pentecôte désormais. Et le fin politique de Chirac, qui sait que cette victoire sur les retraites peut beaucoup lui coûter politiquement. C'est la victoire de Sarkozy sur les retraites en 2010 qui lui a coûté la présidence.
il va inventer l'affaire du voile. En 2004, il divise le camp adverse. Et il va instaurer pour toutes les années qui viennent un pourrissement du débat public, avec récupération par le Front National d'une laïcité et d'une république à la fois raciste et de classe. Le Front National récupère la mise, impose le débat public autour d'une Marseillaise et d'une république raciste. Allons, enfants de là. Mais je vous demande un peu ce que patrie a à voir avec ce grand partage du monde entre quelques-uns et l'énorme troupeau dépossédé. Debout, peuple travailleur, le jour de gloire est arrivé. Et toi, la gloire, maintenant, ta gueule. Il s'agit bien de la gloire au coin des rues, quand la mitrailleuse attaque, tac, tac, le trottoir. Quand il s'agit de ma peau, de la tienne, d'avoir la leur, parce qu'il n'y a pas de patience qui tienne, et qu'il faut être les plus forts, nous les fauchés, et la faux passe. Et nous en mordrons la scie avec nos dents, et nous arracherons les servants de la pièce, et nous retournerons la mort sur la mort, et leurs chansons sur les chanteurs. Alors, enfants, où en étais-je? Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ah, quel dommage, véritablement, que tyrannie ait le nez grec, un pied de moins par-dessus le marché, que cette démocratie, dont aussi l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, et dans nos villes donc, et dans leurs villes? Les voyez-vous, les flics, les bourgs, les gardes mobiles, les fils à papa, qui ont très longtemps appris à jouer de la matraque et du revolver en pensant aux grévistes? Les voyez-vous dans les faubourgs? Les voyez-vous dans la cour des usines? Sur les ponts stratégiques de Paris? Aux bouches de colère du métro? Partout? Les hommes à nerfs de bœuf du capital qui veillent à ce qu'il n'y ait ni scandale ni révolte dans le bordel où le prolétariat de se vendre comme une putain? Les voyez-vous, les macros aux gants blancs qui sourient à l'abri des chevaux et des gardes casqués? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Souviens-toi de 71 et du parapluie hystérique de leurs femmes crevant les yeux des communards sur le doux pavé de Versailles, et l'entrée à travers l'ouest complice des soudards, parés comme une clé immense, et les charniers de mai pourrissant sous la clameur du meurtre et de l'ivresse, et la lalie qui sonne au Père-Lachaise. La tombe est prête, et l'enfant tombe sur sa mère. C'est encore la Marseillaise. La Marseillaise avec les soldats de fourmis, la Marseillaise avec ceux de Draveil, la Marseillaise aux colonies, la Marseillaise du comité des forges, la Marseillaise de la social-démocratie, la Marseillaise, chapeau bas ta casquette, toi, pendant qu'on joue la Marseillaise. Aux orties d'ailleurs ta casquette, mais ce casque. Prends ce fusil, histoire de t'apprendre à vivre. 4 ans de Marseillaise, avec les pieds dans la merde et la gueule en sang. Marseillaise de Charleroi, Marseillaise des Dardanelles, Marseillaise de Verdun, Marseillaise du chemin des dames. Je salue ici ceux qui se mutinèrent au chemin des dames en 1917. Je salue ici ceux qui surgirent de la boue avec à la bouche un grand cri et tournèrent leurs armes du côté de la Marseillaise. Et ceux qui dirent « feu » sur eux sont encore de ce monde. Je salue ici les ouvrières de Saint-Étienne qui se sont couchées en travers des rails pour arrêter les trains porteurs d'hommes et d'obus, cahotants et de chants et de cocardes, et que les trains écrasèrent. Je salue ici le prolétariat contre la guerre, pour la transformation de la guerre en révolution. Je salue ici l'Internationale contre la Marseillaise. Cède le pas aux Marseillaises, à l'Internationale, car voici l'automne de tes jours, voici l'octobre où sombrent tes derniers accents. Aux armes, citoyens, qui parlent, des généraux, des marchands, la police. Formez vos bataillons. Nous vous connaissons, gendarmes. Marchons, marchons. Eh bien qu'ils marchent, nous les attendons, camarades. Vous êtes tous des ouvriers, des paysans, des travailleurs. C'est contre vous, c'est contre nous qu'ils vont, qu'ils marchent. Soyons unis.
comment aurait-il assez de balles pour nous tous? Et nous pouvons prendre les arsenaux et les armureries. Soyons unis dans l'action, pas de pitié. Ils reviendront toujours plus forts. Vous souvient-il comment ils ont tué Sabatier? Soyons unis, les voilà. Que chantent-ils, les vaches? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ah, bon, on va voir. Lequel est le plus rouge, du sang du bourgeois ou du sang de l'ouvrier? Debout, peuple travailleur. Debout, les damnés de la terre. De qui, d'après vous? Louis Aragon. Louis Aragon est enfoui sous Ferré et Ferrat. Il en a tout à fait conscience. Dans les années 60, il écrit dans Un jour Elsace est vert, « Ne demeure de moi qu'un peu de mélodie, des rafales de vent sur des éclats de verre, un peu de ma folie, un peu de printemps vert. Un jour, on entendra le reste que j'ai dit. » Un peu de ma folie, Ferré, un peu de printemps vert, Ferrat. C'est le reste que je voudrais tenter de faire entendre ce soir. Aux défaites de 2003 s'ajoute la confiscation de la victoire de 2005 et l'échec de 2010. Je suis tellement en souffrance de cet échec que je ne peux plus rester dans le confort de la militance du dimanche. Et je vais être conduit à bouger singulièrement. Et d'abord, mon fameux Paimpol. Un jour, je parle à un doctorant très féru de cinéma. Je sais pas, je me penche, ça arrive qu'on se penche. Je lui raconte mon illumination. J'étais assez content de moi, hein, un chercheur qui a une illumination, c'est pas mal. Hein. Alors il me dit, attends, il y a un petit problème. De Pléchin n'a fait aucun film en 89. Jamais Dussolier n'a joué dans un film de Pléchin. Et après, je rencontre une collègue qui me dit, bah, écoute, il n'y a pas de falaise à Paimpol. Bref, c'est toute ma vie intellectuelle qui s'écroule. Les souvenirs, ça compte dans la construction fantasmée d'une démarche. Pourquoi d'ailleurs j'avais construit ce souvenir? 6 août 89, rappelez-vous, la pantalonnade du 14 juillet 89, le défilé de Goude sur les Champs-Élysées, l'immonde bicentenaire. J'étais tellement humilié que je crois qu'il a fallu que je m'invente un truc un peu plus chic, voyez, pour que mon bicentenaire ait quand même plus de gueule que l'ignominie que nous avait concocté le gouvernement en 89. Ben c'était bien sûr... Pardon ? Rocard, mais ce n'était pas trop lui, hein, c'était Mitterrand qui avait la main sur ce bicentenaire. Mais je raconte cette anecdote parce que c'est le signe du trouble dans lequel m'a mis la fréquentation assidue et puis ma propre pratique militante, hein, d'une militance en échec. Je vais être amené à revoir mes hypothèses, à revoir mes fondamentaux.
et à me séparer des économistes atterrés, par exemple. Je ne préconise pas une plus grande justice fiscale. Je ne préconise pas le financement des déficits publics par la BCE. Je ne préconise pas une relance. Je ne préconise pas tout ce qui fait les propositions de mes collègues de gauche. Et je ne suis pas d'accord non plus avec ceux qui, chez les quelques marxistes, continuent à dire qu'il faut abolir le salariat, qu'on ne peut pas construire des îlots anticapitalistes dans une société capitaliste. Je me trouve dans une certaine solitude. Et pour un universitaire, c'est un danger. On se dit danger, parce qu'on a tellement de prévention contre l'idée que, parce qu'on est tout seul, on a raison. Ça, on est complètement éduqué contre cette idée, et à juste titre. On est tout le temps dans le débat. Et l'idée que quelqu'un qui est seul puisse avoir raison nous est étrangère. Et pourtant, il se trouve qu'en développant une autre lecture de 1945, ma solitude est peuplée de tas de militants qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Ce dont il a fallu que je me débarrasse, c'est de l'idée que la classe ouvrière a été vaincue et que je relise tout mon matériel en posant une autre question. Comment est-ce qu'elle émancipe le travail? Et là, mon matériel m'a fourni des réponses passionnantes à cette question. Il fallait trouver la bonne question. Et pour cela, me départir de ma position de classe comme chercheur. Encore une fois, une origine populaire ne vaccine pas contre une position de classe fondamentalement étrangère à la classe ouvrière et qui est d'autant plus à son service qu'elle lui est étrangère. En remettant la classe ouvrière sur la photo, je suis sorti du discours convenu de mes collègues. Je suis sorti d'une poésie avec des lilas, de la métaphysique couverte de coquelicots, des songes, des feuilles, des grands volcans de mon pays natal. Expliquons-nous. Vous demanderez où sont les lilas et la métaphysique couverte de coquelicots et la pluie aux mots criblés de lacunes et d'oiseaux. Voici. Je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches, avec des horloges, avec des arbres. De là, on voyait au loin le visage sec de la Castille, comme un vaste océan de cuir. Ma maison s'appelait la maison des fleurs. De tous côtés jaillissaient les géraniums. C'était une belle maison, avec des chiens et des enfants. Raoul, tu te souviens? Tu te souviens, Raphaël? Federico, te souviens-tu? Toi qui dors sous la terre, te souviens-tu de ma maison au balcon où la lumière de juin étranglait des fleurs dans ta bouche? Frère, frère, tout n'était que voie ardente, celle des marchandises, agglomération de pain palpitant. Les marchés de mon quartier d'Arguel, avec sa statue comme un pâle encrier,
L'huile roulait dans les cuillères, un profond battement de pieds et de mains emplissait les rues. Mètres, litres, essence profonde de la vie, meules de poissons entassés, contexture des toits avec le soleil froid dans lequel se dressait la flèche lassée. L'histoire délirant et fin des pommes de terre, vague houleuse des tomates, roulant jusqu'à la mer. Et un matin, tout prenait feu. Un matin, des brasiers sortirent de terre, dévorant les hommes. Et depuis lors, le feu, la poudre depuis lors, et depuis lors, le sang, des bandits avec des avions, avec des morts, des bandits avec des bagues et des duchesses, des bandits avec des moines noirs et des prières, vinrent du haut du ciel pour tuer les enfants. Par les rues, le sang des enfants courut simplement comme du sang d'enfants. Chacal que les chacals repousseraient, pierre que le chardon sec mordrait en crachant, vipère que les vipères haïraient. Devant vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se soulever pour vous noyer sous une vague d'orgueil et de couteaux. Généraux traîtres, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne blessée. Mais de chaque maison morte sort un métal ardent en guise de fleurs. Mais de chaque blessure de l'Espagne sort l'Espagne. Mais de chaque enfant mort sort un fusil avec des yeux. Mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour la place de votre cœur. Vous demandez pourquoi ma poésie ne parle pas du songe, des feuilles, des grands volcans de mon pays natal? Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Ce texte donc de l'Espagne au cœur de Neruda vient un moment où Neruda doit s'expliquer sur ce qu'est devenu sa poésie après que des bandits sont venus avec des avions et des morts, des bagues et des duchesses, des moines noirs et des prières. C'est quoi la métaphysique couverte de coquelicots? C'est le salaire, pouvoir d'achat. C'est la sécu comme solidarité. C'est la lutte de classe portant sur le partage de la valeur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le salaire si ce n'est pas du pouvoir d'achat? Qu'est-ce que c'est que la sécu si ce n'est pas de la solidarité? Qu'est-ce que c'est que la lutte de classe si ce n'est pas un meilleur partage de la valeur? J'assume le fait que mon poème n'est plus celui de mes collègues, parce qu'il me permet de chanter la victoire de 46, la maison des fleurs, où de tous côtés jaillissent les géraniums avec des chiens et des enfants, où tout n'est que voix ardentes, celle des marchandises, agglomération de pain palpitant, profond battement des pieds et des mains. Si nous nous appuyons sur la victoire de 46, si nous arrêtons de lire en permanence la classe ouvrière comme défaite, alors nous pourrons affronter les généraux traîtres sans être submergés par le sang dans les rues et avec des outils de la victoire. Pourquoi mon chant solitaire allume-t-il des étoiles dans les yeux de ceux qui l'entendent? Ce sera l'objet de la seconde partie. Pendant l'entracte, mon coach m'a dit écoute, c'est un petit peu trop grave, ça va finir dans des chuchotements à la Marguerite Duras. Sois un peu plus allègre, etc. Bien. Et c'est pour ça que je lui dis mais écoute, moi, il me faut un public, il faut que j'ai des yeux en face de moi. Je peux pas. Si j'ai pas de public, je me replie dans la méditation intérieure. Alors, j'ai le droit de vous voir et ça me va mieux. Je ne vous vois pas encore assez d'ailleurs, mais enfin bon, on va. Je vais devoir revoir mes fondamentaux, comme je disais.
revenir sur la question de la valeur. Ça apparaît comme très technique, mais en fait, vous allez voir que c'est très politique, fondamentalement. Revenir sur la lecture de 45 que j'avais faite jusqu'ici. Par exemple, c'est depuis 1 an seulement, alors que ça fait depuis 40 ans que je bosse, c'est que c'était gros comme le nez au milieu de la figure, mais encore une fois, un document ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. C'est seulement depuis à peu près 1 an que je peux dire que ce qui se crée en 45, c'est contre la sécurité sociale. Encore faut-il falloir que je m'en explique. Il faut pour cela revenir au petit garçon du début des années 50. Je suis donc fils d'instit. Mon père vient d'être muté dans un poste disciplinaire. Et j'entends une conversation dont je garde le souvenir de mon père qui dit à ma mère